Bonjour, je vais vous parler d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé et qui m'intéresse autant que tous les autres, même s'il fait plutôt partie de ma vie privée. Mais il reste quand même dans le domaine visuel, puisque donc j'ai envie de vous parler de cinéma. Euh, Depuis l'enfance, j'ai été un fou de cinéma et donc je peux aussi noter l'évolution du cinéma jusqu'à aujourd'hui et j'aimerais bien justement faire quelques réflexions sur le cinéma d'aujourd'hui qui m'inquiète. Je m'inquiète pour sa survie, hein, parce que évidemment on utilise toujours des écrans, mais et de plus en plus. Mais comment le cinéma va-t-il se sortir de cette ascension de l'utilisation d'écrans sous forme d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones et de montres même, voilà. Et donc, sans oublier évidemment la télévision. Une première chose me frappe dans les films, que je regarde souvent sur assez grand écran de mon ordinateur, et c'est que on tourne souvent des scènes nocturnes et qu'on les voit de moins en moins. Je veux dire par là que il doit y avoir, peut-être c'est pas prévu que ça soit aussi bien défini sur un écran d'ordinateur que dans une salle de cinéma, je veux bien, mais moi je sais que je regarde autant de films anciens, en particulier des films noirs en noir et blanc, et où évidemment on a utilisé à profusion l'obscurité, les contrastes avec l'obscurité et la lumière, et que la scène la plus obscure montrait quand même suffisamment de détails pour qu'on la voie, même dans mon ordinateur. Alors, évidemment, il faut savoir qu'un réalisateur comme von Sternberg, celui qui a révélé Marlène Dietrich, passait des heures et des heures à régler l'éclairage d'une scène, hein, surtout quand Marlène Dietrich était présente dans cette scène, et qu'elle d'ailleurs devait passer de longues heures à attendre, comme tous les acteurs et actrices de cette époque, et même les époques suivantes, mais je me demande ce qu'il en est aujourd'hui, parce que je trouve que les films sont de moins en moins bien éclairés. Là, c'est une première constatation. Une autre constatation concerne la musique. Il faut savoir quand même que lors de l'avènement du nazisme, un tas de compositeurs juifs ont été décrétés comme par le Troisième Reich, produisant de la musique dégénérée. Et donc, ils ont tous fui aux États-Unis, hein, comme Kurt Weill et bien d'autres. Hein. Et en fait, ils ont assuré, je dirais presque, des moyens d'existence à une forme de musique classique qui n'avait plus beaucoup de débouchés. Je parle donc de compositeurs actuels à l'époque, n'est-ce pas? Et Gershwin, enfin il y a un tas de compositeurs qui ont fait de la très belle musique, Dimitri Tiomkin, Miklos Rocha, enfin et alors aussi des Italiens, hein, comme celui qui a fait la musique de la plus grande partie des films de Fellini, là. Son nom m'échappe pour l'instant, mais en tout cas, c'est facile à retrouver.
Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit souvent dans les films américains? C'est que la musique a été remplacée par des notes prolongées, comme ça, boum, boum, boum. Et quand ça devient dramatique, et enfin, c'est réduit à sa plus simple expression et pratiquement à rien du tout. Donc, la musique de cinéma a beaucoup dégénéré, un peu moins dans les films européens, parce que hein, en Europe, évidemment, le cinéma se pique d'avoir des auteurs, je vais revenir là-dessus, tandis qu'aux États-Unis, les réalisateurs sont appelés des directors, et à part l'un ou l'autre qui s'est un peu assimilé à la façon de faire européenne, ils dirigent des films, et les films sont produits par une industrie. Et j'étais plusieurs fois en Californie, et j'avais une amie qui avait travaillé à Hollywood, et elle me disait, I work in the industry. Et je lui avais dit, mais dans quelle industrie as-tu travaillé? Et pour elle, ça allait de soi. Elle m'a expliqué après que pour la plupart des habitants de Los Angeles, quand on disait the industry, c'était le cinéma. Hein? C'était l'industrie par excellence. Donc, cette industrie produit des objets cinématographiques et non des œuvres. Et ces objets sont soumis à toutes les lois du marché, au marketing et tout ça. Et ce qui fait que, d'ailleurs, aujourd'hui, la cible principale de cette industrie est un public très très jeune, généralement des adolescents, on va mettre de 15 à 20 ans, et donc ce sont souvent des films d'action, pour les filles, des films romantiques, des films qui ont comme cadre des collèges, des écoles, enfin voilà, ce genre de choses, et qui donc concernent au premier plan la catégorie sociale des adolescents. Évidemment, ça entraîne que la qualité des films a beaucoup baissé. On peut à l'occasion faire un chef-d'œuvre même dans ce cadre-là, mais enfin les films où il y a parallèlement une certaine réflexion ou une polémique ou Dieu sait quoi, ben il n'y en a pas. Non pas qu'il n'y a pas d'intention politique, par exemple, parce que pour cela, le cinéma américain contient toujours des intentions politiques, même dans des films qui sont pas des films de guerre, ou qui sont pas des films sur un attentat qui serait perpétré contre la Maison Blanche, il y en a eu beaucoup ces temps-ci. Il y a toujours une intention politique que l'Amérique est le pays le plus formidable du monde, et que si il y a des salauds en Amérique, ça peut être des hommes politiques, mais jamais le président. Le président est toujours au-dessus de tout soupçon. Et bien sûr, quand on voit un film américain dont l'action se situe en Europe, les protagonistes américains se comportent toujours en seigneurs, quoi, que ce soit à Paris ou à Rome ou Dieu sait où. Donc, il y a bel et bien des intentions politiques parce que l'Amérique ambitionne encore et toujours d'être le premier pays au monde à tout point de vue. À côté évidemment de l'industrie, comme j'ai dit, il y a des cinéastes indépendants, heureusement, hein, ce qui fait qu'il reste quand même un cinéma américain parfois qui peut surprendre agréablement, mais alors avec des petits budgets, des acteurs moins connus, etc.
Et il peut aussi y avoir dans l'industrie des films excellents qui sortent, mais enfin, euh, à part l'une ou l'autre personne très respectée comme Martin Scorsese ou ben, je ne sais pas lequel je pourrais citer à part ça, James Gray peut-être. Il n'y a pas tellement de réalisateurs qui font honneur au cinéma dans l'industrie. Un autre problème est celui de la nudité. Il y a eu jadis ce qu'on a appelé aux États-Unis la censure Hays, H-A-Y-E-S, et qui interdisait toute allusion directe à comment, enfin, pas au comportement sexuel, mais en tout cas à des scènes explicites sexuelles et évidemment interdisait aussi les scènes de nudité. Cette censure est tombée, je ne sais plus en quelle année, mais enfin, elle aurait pu tomber bien plus tôt. Et depuis, on voit dans des films, et plus récemment, un peu plus, des scènes de nudité, mais encore une fois, comme les objets cinématographiques sont des objets destinés à un marché, eh bien, on ne veut pas non plus se couper du marché de tous les adhérents aux religions très rigoristes comme les baptistes, les adventistes, qui ne toléraient pas une scène de nudité, une scène sexuelle explicite. Et donc, on arrive à des scènes complètement absurdes où un couple est en train de faire l'amour et on sonne à la porte, il rejette la couverture et lui est en short et la dame est en petite culotte et en soutien-gorge. Alors comment faisait-il l'amour? On se le demande. Ce sont donc des situations idiotes, mais absurdes même. Mais d'un autre côté, si on traverse l'Atlantique, le cinéma français tombe, me semble-t-il, dans l'excès contraire. Je ne sache pas qu'il y ait beaucoup d'actrices qui ont été contraintes dans un film ou l'autre de se montrer nues ou partiellement nues. Celle qui a peut-être le mieux résisté à ça est encore peut-être Brigitte Bardot, que je sache, elle n'a jamais été explicitement nue de face en tout cas. Et c'est tellement fréquent que ça en devient lassant. Je vois quand même beaucoup de films français, même si j'habite à Montréal, et je me rends compte que il y a toujours la scène où l'actrice principale va se déshabiller pour la douche ou bien se préparer une relation sexuelle. Et je trouve que ça atteint parfois des sommets qui finissent par couper l'intérêt. Je m'excuse de dire, j'ai beaucoup aimé les films de Kerfish, mais dans l'histoire d'Adèle, je trouvais qu'il y avait un net excès de scènes sexuelles, même si les deux filles sont très jolies et tout ça, ça n'est pas la question, mais enfin, je trouve que on dirait que tous les Français ont besoin dans les chaumières d'avoir une scène de cul, enfin, ça devient un peu lassant. Parce que, d'abord, quand la scène de nudité s'inscrit dans, je dis pas, je reviens à l'histoire d'Adèle, où enfin, les scènes sont quand même fort belles, je regrette qu'il y en ait autant, mais elles sont bien filmées, il y en aurait eu un peu moins, je les aurais trouvées plus à propos, c'est tout. Mais il y en a d'autres où ce n'est vraiment pas à propos. Et enfin, les actrices françaises sont des femmes comme les autres et je trouve que toutes n'ont pas intérêt non plus à se dévoiler comme ça.
Donc, c'est un autre aspect que je trouve lassant dans l'excès dans les films français et dans cette espèce de rigidité morale souvent dans les films américains. Pour revenir aux films français, il y a une chose qui m'agace profondément, c'est que dans la grammaire du film, le style plutôt du film, on semble vouloir privilégier l'ellipse. Hein? Dans les films des années 40-50, si le temps passait, on voyait un calendrier avec les petites feuilles qui s'envolent une par une. Si c'était un rêve, tout devenait trouble et on savait qu'on entrait dans le rêve et tout ça. Et en général, l'histoire était linéaire, on commençait tel jour et en telle année, et puis ça terminait tel autre jour, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard. Tandis que aujourd'hui, on ne veut plus vous donner ni de repères de lieu. Rappelez-vous un film comme Psycho de Hitchcock. Dans le premier plan, on voit tout de suite qu'on est à Phoenix, en Arizona. Point final. Il y a une photographie, peut-être un plan de la ville, je ne me rappelle plus exactement, mais certainement on photographie une bande kilométrique ou je ne sais quoi, et on sait qu'on est à Phoenix. Eh bien, aujourd'hui, il faut faire très attention pour savoir où se passe le film. Parfois, je connais un peu les plaques françaises. Alors, si je vois 69, je me dis, ah bon, ben, on est à Lyon, au 06, c'est Nice. 75, c'est évidemment Paris. Mais, tout cela a été éludé. Donc, le lieu est éludé. On vous présente pas non plus les personnages. Il faut découvrir, à mesure que le film se déroule, ce que le personnage fait dans la vie, etc. Et je pense que, évidemment, le public du cinéma a connu une maturation avec les décennies qui ont passé, mais je trouve que il faut manier l'ellipse. C'est un procédé valable, certainement, mais il faut la manier avec talent. Et il y en a qui la manipulent vraiment de façon maladroite, au risque de voir le film incompréhensible pendant la moitié du film, peut-être. Et ça, je n'apprécie pas ça. Donc, ce goût de l'ellipse concerne aussi un sujet qui pour moi devient lassant, qui est celui des tribulations des bobos français. N'est-ce pas? On voit toujours des gens qui sont chefs d'industrie, professeurs, commandants de bord d'un Airbus ou que sais-je. Enfin, des gens donc qui ont des salaires élevés, qui habitent des appartements ou des maisons extraordinaires. Beaucoup de Français vivent très mal. Et dont, semble-t-il, la préoccupation principale est de savoir qui trompe l'autre et avec qui. Ce thème est tellement récurrent dans le cinéma que parfois c'est bien, mais comprenez, c'est toujours une question d'accumulation de ce genre de scène ou de film qui finit par me lasser. Ça me rappelle une période dans le cinéma italien, dans l'après-guerre, juste après la guerre, où l'Italie était dans une détresse sociale et dans une misère épouvantable, et on produisait des films qui se passaient aussi dans la grande bourgeoisie, et on appelait ces films-là les téléphones bianchi, les téléphones blancs, parce que évidemment, bon, la plupart des gens n'avaient pas le téléphone, et ceux qui l'avaient avaient un bon vieux téléphone noir, assez hideux, et seuls
les gens de la classe supérieure avaient des téléphones blancs. Donc, ces films étaient appelés des téléphones bianchi pour bien cibler la catégorie de personnes dont on voyait les tribulations sur l'écran. Et, eh bien, on est en train, en France, de revenir à ça, alors que le cinéma italien, qui n'a pas retrouvé son éclat d'antan, j'en conviens, mais essaye quand même se cherche une nouvelle période, un nouvel âge d'or, je dirais, et un film comme La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino est accrédité aux Italiens pour avoir trouvé là une veine intéressante. Et je vois aussi régulièrement des films italiens. C'est très difficile à Montréal, mais j'en vois quand même quelques-uns tous les ans, et il y a quand même des individualités remarquables comme Nanni Moretti, donc j'ai parlé de Sorrentino, mais il y en a quelques autres. Aussi, il y a Ricky Tognazzi, qui était le fils de Ugo Tognazzi, le grand acteur italien. Donc, voilà pour une remarque donc sur le cinéma italien d'aujourd'hui, qui m'impressionne favorablement plus. Il n'a pas les mêmes moyens que le cinéma français. Le cinéma français n'a pas les moyens non plus du cinéma américain, mais il y a la créativité derrière. Dans le cinéma français, c'est moins évident. Et donc, c'est ce qui entraîne chez moi toutes les réflexions que vous entendez. Il y a une autre chose qu'il faut dire sur la facture des films en général, et ça vaut autant pour le cinéma américain que français, c'est que, évidemment, à un moment donné, on va dire, aux États-Unis c'était durant la guerre, en Europe ça a été après, la télévision est arrivée. La télévision est arrivée même assez bien plus tard en Europe. Je me souviens que c'était, je sais pas moi, en 60 peut-être, quelque chose comme ça. Et à l'époque, les grands acteurs et actrices de cinéma n'avaient pas très envie de tourner pour la télévision. Et puis, la télévision se développant, la couleur est arrivée, etc. On a fini par voir sur le petit écran des acteurs de très grand renom, de très grand talent. Mais évidemment, la manière de filmer pour la télévision n'est pas du tout la même que pour le cinéma. C'est surtout la longueur des tournages, les caméras sont peut-être différentes. Enfin, je n'entrerai pas dans cette discussion technique, mais un téléfilm est tourné, je sais pas moi, en 4-5 jours. Il n'y a donc pas l'occasion de commencer à recommencer 56 fois une scène pour arriver à l'expression la plus juste. Donc souvent, dans les téléfilms, les rôles sont surjoués par les comédiens et comédiennes parce que on n'a pas pu répéter suffisamment pour leur faire trouver la juste mesure. Ça tient donc aux jours de tournage qui sont beaucoup réduits. Un film de cinéma peut encore prendre 3 semaines, jamais un téléfilm. Un autre aspect, c'est que la télévision n'est pas là non plus pour montrer des téléfilms, elle est là pour vendre des produits durant les espaces publicitaires. Et donc,
la télésérie ou le téléfilm est un prétexte à vous faire voir des publicités. Alors, il y a évidemment dans la précipitation où on est toujours à la télévision, les scénarios sont souvent bâclés ou inexistants. Alors, une réaction à cela a été de dire, eh bien, dans un film, je vais pas raconter une histoire, je vais rencontrer 4-5 et puis on va bien mélanger le tout, hein, comme avec un shaker. Et alors là, pour le coup, il va y en avoir des cabrioles de montage, parce qu'on va voir, mettons, le policier dans son travail, puis le gangster qui prépare un coup, et puis la petite amie du policier ou du gangster, et puis d'autres gangsters qui veulent du mal à celui qui est le rôle principal. Et donc on a 4 ou 5 historiettes qui sont tressées comme ça l'une dans l'autre. Et évidemment, l'indigence du scénario paraît beaucoup moins de cette façon-là. Et alors, que dire du formatage, n'est-ce pas? Quand toutes les séries télévisées se valent parce qu'il y a toujours 2 flics, un chef qui comprend pas les flics ou qui subit des pressions par en haut, et puis tantôt les 2 flics sont 2 hommes, puis un homme et une femme, 2 homosexuels ou que sais-je. Mais on recommence toujours le même format, quoi. Et ça aussi, pour moi, devient lassant. Quand on pense que dans City Lights, Charlie Chaplin a recommencé la scène où Chaplin rencontre la petite fleuriste aveugle, je sais pas, quelque chose comme 564 fois, mettant à bout de nerfs toute l'équipe cinématographique. Mais aussi, elle est parfaite, cette scène. Même le film date de 1930 ou 31, je sais pas, on la revoit aujourd'hui avec le même plaisir. Et donc, la télévision a donné de mauvaises habitudes aux réalisateurs parce que, alors qu'au début, les téléfilms s'inspiraient du cinéma, maintenant, le cinéma s'inspire de la télévision et fait aussi comme ça des films formatés où, en fin de compte, les effets spéciaux prennent le pas sur l'histoire, où il y a plusieurs histoires entremêlées, mais quand on les isole chacune, elles sont très pauvres, et l'ensemble fait un produit que les adolescents vont peut-être pas critiquer parce qu'ils n'ont pas tellement l'esprit critique, et voilà. Et ça fait que je m'inquiète pour le cinéma. Je l'ai tant aimé, je l'aime encore énormément, et quelqu'un a dit qu'il n'existerait peut-être plus au cours de ce siècle, et c'est véritablement une des inquiétudes que j'ai. Je voudrais qu'il n'en soit pas ainsi, même quand j'aurai quitté cette terre, j'aimerais que le cinéma persiste. Pour les autres, c'est un art magnifique, et non pas justement une industrie comme le pense le cinéma américain, encore que il y a une époque où cette industrie a produit des chefs-d'œuvre. Voilà. Je vous souhaite d'être en pleine forme et très heureux, à l'abri de tous les malheurs possibles, jusqu'à notre prochaine entrevue, et d'ici là, bon vent.